Alors, on va évidemment aller sur le terrain au Moyen-Orient. Le fracas des armes s'est tu entre Israël, les États-Unis et l'Iran, mais débute aujourd'hui la bataille des mots entre ces pays, avec parfois même aussi des incohérences au sein même de chaque camp. Pour en parler, j'accueille le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier. Bonsoir, vous êtes historien militaire. À vos côtés, Jean-Claude Beaujour, avocat, spécialiste de la géopolitique américaine, et Sylvain Sipel, journaliste au 1 et Orient 21, ex-rédacteur en chef au Monde. Alors on va tout de suite commencer en images sur le terrain, regarder ces échanges justement de mots aujourd'hui entre le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth et le guide suprême iranien qui lui répond, et on en parle juste après. Le président Trump a dirigé l'opération la plus complexe et secrète dans l'histoire. Ça a été un succès retentissant, débouchant sur un accord de cessez-le-feu, la fin de la guerre sur 12 jours. On en a beaucoup parlé, mais grâce à l'action militaire décisive, le président Trump a créé les conditions pour mettre un terme à la guerre. Il a décimé totalement les capacités nucléaires iraniennes. Le président des États-Unis a exagéré les événements de manière inhabituelle. Et tout cela prouve qu'il avait besoin de cette exagération. Tous ceux qui ont entendu ces mots ont compris qu'il y avait une autre vérité derrière eux. Ils n'ont pas agi et n'ont pas atteint l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Jean-Claude Beaujour, on vous voit souvent sur notre antenne. C'est quoi? C'est du parole contre parole ou c'est du camp Trump qui aime bien se gargariser aussi? Alors, sans aucune surprise, je crois que chaque camp dit avoir gagné et ça n'est pas surprenant. D'un côté, le président américain, vous n'imaginez pas qu'il tienne un autre discours, et de l'autre côté, le guide suprême iranien, on n'imagine pas qu'il tienne un autre discours. Pour être très simple, je pense qu'il faut se reporter à ce que pourrait dire l'Agence internationale de l'énergie atomique si elle était autorisée à procéder à des constats, puisque c'est son rôle pour tous les pays qui sont membres de l'accord de non-prolifération. Eh bien, il y a cette agence qui dispose d'experts, et je pense qu'il est un petit peu tôt dans un camp ou dans l'autre, et je parle sous le contrôle des experts, de ce que l'on comprend. Il faudra un petit peu de temps pour savoir exactement, quels sont les sites qui ont été non seulement détruits, mais qui sont hors champ. On a parlé aussi des 400 kilos qui sont les fameux 400 kilos qui sont encore dans la nature. Et puis, c'est aussi dans le temps qu'on verra si véritablement on a pu freiner durablement, moins durablement, très longuement, définitivement, la capacité des Iraniens à faire de l'uranium, en tout cas à faire de l'uranium militaire. Donc c'est véritablement là où nous aurons des éléments objectifs. Je pense qu'il faut attendre. Sylvain Sipel, vous connaissez bien le Moyen-Orient, c'est parole contre parole. La parole des Iraniens, on peut aussi du guide suprême, on peut aussi la mettre en doute. D'ailleurs, quand l'AIEA a proposé hier d'aller visiter ce qui restait des installations, les Iraniens ont menacé de s'en retirer. Donc, parole contre parole, et encore une fois, la parole des Iraniens, on peut aussi la mettre en doute. Oui, c'est le dicton. La première victime des guerres, c'est la vérité. Donc, chacun dit sa vérité et ça comporte une part de mensonge. Voilà, aussi bien du côté de Trump. Je suis incapable de vous dire quelle est la part de vérité et quelle est la part de mensonge, puisque, en fait, personne n'apporte des faits avérés, si vous voulez. Ce que je peux constater, c'est que, d'abord, il y a une mobilisation réelle dans le Parti démocrate pour dire que tout ça est du bluff. Donc, il y a un aspect de politique intérieure qui joue énormément. Trump, de toute façon, fait toujours la même chose, hein. C'est une victoire absolument unique, jamais vue, sensationnelle. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas, et souvent ça s'avère peu crédible, mais ça n'étonne pas. Mais le vrai problème, c'est que du côté des services de renseignement aux États-Unis, on dit que cette attaque a été importante, mais n'a pas permis de reporter de manière très conséquente les capacités iraniennes de fabrication d'une bombe A. Du côté israélien, il y a quelque chose de similaire. Alors, du côté israélien, c'est plus compliqué
Parce qu'il y a aussi des généraux qui disent que ça n'a pas été un coup d'éclat. C'est compliqué, parce que Trump, lui, il veut maintenant aller vers une négociation. Il n'a cessé de le répéter, et c'est ce qu'il attend. Donc il faut en parler, hein, évidemment, évidemment, dans cette émission. Évidemment. Alors, il ne faut jamais oublier que Netanyahou ne veut pas de négociation avec l'Iran. Il n'en veut pas. Il y a une partie de l'état-major qui, lui non plus, n'en veut pas. Donc, évidemment, si on dit tout ça, c'était très intéressant, c'est très bien que M. Trump nous ait laissé faire cette opération, mais tout ça n'est pas fini. Et on n'a pas... Donc ça, c'est un aspect différent de ce qu'on entend aux États-Unis. Et en tout cas, et après, je vais poser une question justement à vous, lieutenant-colonel, en tout cas, on voit bien qu'il ne faut pas remettre en cause le narratif de Donald Trump. Écoutez la manière dont Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, s'en est pris aux médias, parce que justement, vous le disiez, des journaux américains, notamment CNN et New York Times, disent qu'ils ont eu accès à des rapports des services de renseignement américains qui décrète que les frappes n'ont pas été si efficaces que ça. Voyez ce que répond à la presse le secrétaire à la Défense américain. Vous, et je parle de vous, la presse, les journalistes, parce que vous détestez Trump à ce point. C'est comme dans votre ADN et dans votre sang de vous opposer à Trump, parce que vous voulez tellement qu'il ne réussisse pas. Vous devez vous opposer à l'efficacité de ces frappes. Vous devez espérer qu'elles n'aient peut-être pas été efficaces. Peut-être que la façon dont l'administration Trump les a présentées n'est pas vraie. Alors prenons des fake news, des informations biaisées, des fuites, et tournez-les de toutes les manières possibles pour essayer de semer le doute et manipuler l'esprit, l'opinion publique sur le fait que nos pilotes courageux aient réussi ou non. Lieutenant-colonel Arbaretti, alors on va tout de suite ne pas faire saliver nos téléspectateurs. On n'aura pas la réponse sur ce plateau de ce qui a réellement été détruit. Et on l'aura sans doute jamais, nous, le grand public ou les médias. Mais est-ce que les services de renseignement, les militaires, le sauront exactement et dans combien de temps? Je veux dire, est-ce qu'il faut quelques jours, quelques photos satellites pour avoir un bon battle assessment, comme disent les militaires américains, ou est-ce que, non, il va falloir beaucoup plus de temps que ça? Alors en fait, on fait toujours un Battle Damage Assessment qui est initial. Donc ça, c'est d'après les photos aériennes, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a vu, de ce que les avions ont vu, de ce que les satellites ont vu, on peut estimer si la cible a été touchée ou pas. Ensuite, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le Final Battle Damage Assessment, c'est-à-dire en fait l'évaluation finale de ce qui a été fait. Et là, évidemment, il faut avoir des hommes sur le terrain. Alors il semblerait, je crois que c'est le chef d'état-major américain qui a dit qu'il y avait des commandos au sol. Alors est-ce que ces commandos au sol avaient pour mission d'observer, de chercher des indices ou pas? Mais on sait qu'aussi il y a beaucoup d'agents du Mossad et de la CIA, vous pouvez être sûr qu'il y en a. Donc en fait, je pense qu'en réalité, on assiste à une guerre de communication opérationnelle, mais qu'aucun des protagonistes, et notamment les Américains, ne sait réellement. Quant aux Israéliens, c'est autre chose, parce que les Israéliens ont des informations aussi par leurs services de renseignement, mais eux, ils connaissent le théâtre depuis plus longtemps. Donc peut-être qu'au sein même du gouvernement iranien, ils ont encore des agents infiltrés, puisque... On voit à quel point Israël est fort pour infiltrer des agents. Eux auront tôt ou tard la réponse, mais ils ne la communiqueront pas forcément, enfin je parle de ce qu'ils auront vu réellement, ni au président américain, et encore moins à la presse internationale. Si vous voulez, le problème, c'est pour eux de savoir combien d'années ils ont gagné, entre guillemets, en termes de danger, enfin de capacité iranienne. Moi, le souci, quant aux Iraniens, moi, je pense que, je ne vais pas donner raison à Ali Khamenei, mais il est vrai qu'il n'a pas capitulé sans condition. Trump avait demandé à ce qu'il capitule sans condition. Donc, il n'est pas venu à Canossa. En fait, il doit avoir quand même quelques atouts, peut-être beaucoup moins qu'auparavant, mais si vous voulez, et c'est pour ça peut-être qu'il a demandé à ce que la IEA ne vienne pas, parce qu'avant que la IEA ne vienne, il voudrait aussi, qu'on appelle, contrôler le terrain. C'est-à-dire que là, ils étaient tous terrés, pas en mesure peut-être eux-mêmes d'aller sur les sites qui ont été bombardés. Et donc je pense que là, on est dans une phase, avant les négociations, où chacun va essayer d'avoir la vision la plus réelle possible de ce qui s'est réellement passé. En tout cas, vous parliez d'agents infiltrés. Je reviens, on va regarder un extrait, et justement, je reviens à vous, Jean-Claude, juste après. Vous parliez d'agents infiltrés. On va regarder le récit du chef d'état-major américain
qui parle de la manière dont des agents américains ont visiblement été infiltrés depuis assez longtemps. Regardez ce récit par Alice Bouton et on en discute juste après. Dans la salle de presse de la Maison-Blanche, le secrétaire américain à la Défense et le chef d'état-major avaient une tâche cet après-midi, convaincre les journalistes de l'efficacité des frappes américaines sur l'Iran. Une mission réussie selon les 2 militaires puisqu'il y avait de jeunes soldats infiltrés. 10 personnes en charge de vérifier que tout se déroulait comme prévu. Ils attendaient au Moyen-Orient depuis des années. Ils étaient prêts, mais ne savaient pas quand ce jour si particulier arriverait. Des années aussi que l'armée préparait son matériel. Les armes auraient été façonnées pour frapper Fordo. L'armée aurait fait appel à des dizaines d'ingénieurs. Nous étions, de manière tout à fait discrète, les plus gros utilisateurs des ordinateurs les plus performants des États-Unis. Dans cette vidéo de modélisation, les 2 militaires ont choisi de montrer aux journalistes les dégâts que peuvent causer une bombe préparée spécifiquement pour l'attaque. L'armée américaine aurait utilisé plus de 125 avions, des bombardiers anti-bunkers ou des bombardiers furtifs. L'arme 2, 3, 4, 5 devait aller vers l'entrée principale et à l'intérieur du complexe. Selon un sondage très récent, 60% des Américains s'opposaient à une intervention militaire en Iran. Jean-Claude Beaujour, on apprend quelque chose d'important là, c'est qu'on a l'impression que Donald Trump a lancé cette opération, peut-être sur un coup de tête en sous-pesant le pour et le contre, mais des années d'agents infiltrés. Très objectivement, je pense que ni Israël et encore moins les États-Unis, ou le contraire, ni les États-Unis ni Israël ne se seraient lancés dans une telle opération sans qu'elle n'ait été, mais très longuement, minutieusement préparée, ce qui veut dire depuis plusieurs années. Et on comprend bien que depuis au moins une dizaine d'années, les Israéliens et les Américains préparaient cette opération parce que là encore, le contentieux sur l'énergie atomique iranienne n'est pas nouveau. Et donc, on se dit très bien que ça faisait un bout de temps que ça se préparait. Cela étant, pour reprendre votre première question, lorsque vous demandiez qui disait vrai de Donald Trump ou du guide suprême, une chose est certaine, c'est qu'après ce tour de table, on comprend bien qu'il est encore trop tôt, c'était un peu cela, qu'il est encore trop tôt pour savoir exactement quelle a été l'ampleur de l'opération qui a été menée. De manière incontestable, c'est une opération d'envergure et les Américains et les Israéliens ont pris le lead, j'ai envie de dire, en termes de réussite sur cette opération. Pour autant, et si le but de guerre, et le but de guerre était de limiter, de ralentir la progression iranienne, la question sera de savoir combien de temps dont disposent les Occidentaux pour pouvoir faire changer probablement d'avis les Iraniens. Sylvain Sipel. Non, les Israéliens, en gros, disent moins d'1 an. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, moi, je peux que répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on n'a pas d'information et l'information à cette étape-là est grandement biaisée. Et sur le fait, là, c'est surtout sur le fait qu'on voit que les présidents américains, pas seulement Donald Trump, mais ça fait des années que je voudrais dire quelque chose. C'est pas seulement les Américains, toutes les armées du monde. Enfin, il y a ici quelqu'un qui peut en parler beaucoup mieux que moi, mais toutes les armées du monde, dont l'armée israélienne, se prépare à l'avance à toutes sortes de situations possibles. C'est le rôle de la logistique dans une armée. Tout le monde le fait. Planification froide. Oui, bien sûr. Alors, un exemple, c'est l'évacuation de ressortissants. Les Français savent combien ils ont de ressortissants dans beaucoup de pays. Et dans les pays les plus en crise, eh bien, on met à jour une planification qui existe et qui permet de déclencher ce qu'on appelle une résévac, une évacuation de ressortissants, avec des moyens militaires, mais aux ordres du Quai d'Orsay. Mais concernant la planification de cette opération, il est évident que... Alors, on peut dire ensuite que il y a 1 an, on a peut-être fait une guerre purement aérienne. C'est la première fois peut-être dans l'histoire militaire, avec peut-être la guerre des Américains contre le Japon sur le sol japonais,
qu'on a une guerre à la Giulio Douhet, qui était le grand théoricien de 1921, un Italien de la guerre aérienne, qui disait, voilà, on a perdu trop d'hommes pendant la Première Guerre mondiale, la prochaine guerre, on ne la fera qu'avec des avions. Le problème, quand on n'a que des avions, c'est qu'il faut quand même quelqu'un au sol pour ensuite évaluer les dommages. Et le problème aussi, c'est que qui capitule suite à une guerre purement aérienne ? On a vu qu'en Irak, par exemple, il y avait eu 3 semaines de bombardements aériens, mais qu'il a fallu quand même que les Américains envoient des troupes au sol. Et là, la vision très optimiste, c'était de dire que, comme Donald Trump, que les Iraniens allaient capituler sans condition. Mais visiblement, ils ne l'ont pas fait. Donc, en réalité, le problème de cette guerre, c'est qu'il y a eu beaucoup de bombardements, il y a eu des dommages, et visiblement pas que des dommages militaires, d'un côté ou de l'autre. Donc finalement, dans quelques semaines, on sera vraiment tous très impatients de découvrir entre guillemets, la plus-value pour les Israéliens, mais aussi pour les Américains, de cette guerre aérienne. Juste avant d'aborder une autre question plus géopolitique, regardez quand même ce qu'a posté Donald Trump sur son compte Truth Social. Vous parliez de campagne aérienne. Voilà. Donald Trump, président des États-Unis, qui, sur un air célèbre de rock'n'roll, fait un montage avec la campagne de bombardement des B-2 Spirit sur l'Iran. Et il a réécrit les paroles. Bombe Iran, bombe Iran. J'adore la musique, mais pas son utilisation. Jean-Claude. Mais c'est tellement typique. C'est comme si on était dans un jeu. On oublie que les guerres font des morts. On oublie ce qui se passe à Gaza, qui est une tragédie absolue. On en a parlé hier soir sur ce plateau, justement. Donc, c'est sidérant ce qu'on voit à la télévision, la manière dont on organise. C'est sidérant. J'ai envie de vous dire, un président ne devrait pas avoir ce type d'humour, et ce d'autant que, au fond, peut-être que ça n'était pas un but de guerre, mais l'idée de se débarrasser du régime des mollahs était peut-être en arrière-pensée de beaucoup, et que derrière, il y a le peuple iranien. J'insiste sur le fait qu'il y a le peuple iranien qui souffre et qu'il va y avoir un renforcement du côté assez négatif du pouvoir des mollahs durcissement à l'encontre de la population. Vous avez vu les pendaisons, vous avez vu que certains nombres... Et justement, allez-y, mais 30% de la population vit très en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y a, là encore je le dis, qu'il y a la police des mœurs, il y a tout cela. Donc c'est vrai et beaucoup de corruption. Donc oui, c'est vrai que ça ne prête pas à sourire, parce que nous avons un peuple qui n'aspire qu'à une chose, c'est de vivre normalement. Mais justement, vous me tendez la transition dans les dernières minutes là, qui nous restent dans cette partie. Je voulais que vous posiez cette question à tous les trois. Donald Trump a vraiment soufflé le chaud et le froid sur le guide suprême. On sait où il est. Je n'ai juste qu'à appuyer sur un bouton pour le tuer, mais pour l'instant, on ne va pas le tuer, etc. Bon, aujourd'hui, Ali Khamenei est toujours là. Tout le reste de la chaîne de commandement a été sévèrement neutralisé, mais le guide suprême iranien est toujours là. Pourquoi est-il toujours vivant? Je pose la question un peu brutalement, mais est-ce qu'il y a une stratégie de Donald Trump derrière d'avoir laissé en vie le guide suprême? Je pense que dans cette opération, depuis le départ, ce sont les Israéliens qui ont la main et qui ont forcé celle de Trump. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que Trump, initialement, il y a encore sans doute 15 jours, il l'a dit d'ailleurs, 2 jours encore avant la première attaque israélienne, il disait « Je ne veux pas d'opération israélienne ». Il l'a dit publiquement. Donc, dans cette opération, Trump n'apparaît pas très glorieux. Il apparaît comme quelqu'un à qui on a forcé la main. Alors évidemment, il sait très bien rebondir et faire semblant, mais tout ce qu'il montre, c'est qu'il veut retourner à une négociation. Et pourquoi n'avoir pas, puisqu'on a parlé beaucoup de changement de régime, lui-même en a parlé avant de revenir dessus? Alors, je pense que l'hésitation, tuer, pas tuer, tient au fait que s'ils étaient allés jusqu'à tuer le guide suprême, ça risquait d'avoir un effet inverse. Tout d'abord, les États-Unis rentraient dans un processus de guerre. Alors, même si ce sont des actes de guerre qui ont été commis
mais les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Iran, alors même que Donald Trump avait dit « moi, je vais ramener la paix ». Donc, il a tout fait pour que ce soit conçu comme une opération pour limiter la prolifération Même si les États-Unis, on l'a vu ces derniers jours, ne se sont pas privés d'assassiner Soleimani, par exemple. Mais le chef, le guide suprême, c'est autre chose. Le guide suprême, c'est autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier que même si le peuple iranien veut absolument se débarrasser dans sa grande majorité du régime des mollahs, il n'en demeure pas moins que ça se fasse par des Occidentaux et encore plus par les Américains, ça risquait de renforcer la minorité qui est favorable au Moullah et de faire un regroupement national. Donc c'est là où Donald Trump a probablement jugé ce qui a cherché à avoir un équilibre dans l'action qui allait être menée pour que ça ne se retourne pas contre lui et contre les Américains et contre les intérêts américains. Vincent Arbaret, il y a une minute, et puis de toute façon après on continue la discussion après le rappel des titres. D'une part, ça ne se fait pas entre pays de tuer le chef ou alors de le faire de manière complètement masquée avec des agents, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils auraient gagné finalement parce que le problème, c'est par qui le remplacer. Et alors, par qui le remplacer, là, on est dans l'incertitude. C'est-à-dire qu'au moment où on veut négocier, on n'a plus personne. Alors, évidemment, ce ne sera pas Ali Khamenei qui ira négocier, mais il sera bien obligé de désigner des gens qui négocieront en son nom. Et alors, en fait, je reprends l'exemple de Saddam Hussein. Les Américains n'ont pas tué Saddam Hussein. Ils l'ont recherché. Et une fois qu'ils l'ont pris, ils l'ont livré aux Irakiens pour qu'ils le jugent eux-mêmes. Donc en fait, c'est ça le processus vu des pays occidentaux. Et la Seconde Guerre mondiale, Hitler s'est suicidé. Ensuite, il y a eu le procès de Nuremberg. L'empereur du Japon n'a pas été tué non plus. Hein. Il est même resté en place. Et tous les autres se sont suicidés aussi. Donc, voilà. On va continuer la discussion juste après le rappel du titre. On peut aussi dire que peut-être, là c'est vraiment une supposition, le guide suprême Ali Khamenei est très âgé. Donc finalement, peut-être que le temps va faire son office.